Il n'y a pas de solution technique à l'échelle pour conserver les quelques milliards de passagers aériens qu'on a par an. Il faut diminuer, et il a raison de dire qu'à l'échelle, on ne peut pas le faire dans les délais. Il va falloir réserver les vols en avion à des déplacements qui ne pourraient pas se faire autrement. La modération dans le comportement du transport aérien est souhaitable. L'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. On va être neutre en émissions de carbone en 2050. Il y a énormément d'investissements en technologie et dans les carburants pour rendre cette feuille de route possible. Si on regarde les chiffres pour 2019, l'aviation globale, ça représente à peu près 2,8% des émissions anthropiques. On peut décomposer l'ensemble des émissions du secteur en un produit de 3 facteurs. Le premier, c'est l'intensité énergétique. Le deuxième, c'est l'intensité carbone. Et le troisième, c'est le niveau de trafic. Si on brûle moins de kérosène, on émettra moins de CO2. En général, il y a 4 postes qui correspondent à peu près aux 4 métiers du secteur. Il y a les motoristes, donc améliorer l'efficacité des moteurs, améliorer l'aérodynamique pour limiter la traînée, la structure, essayer d'alléger au mieux les avions. Et le dernier poste, c'est les systèmes avions, les processus dont on a besoin au sein de l'avion qui ne sont pas destinés à la génération de portants. On estime qu'à l'horizon 2050, on pourrait, dans les meilleurs des cas, encore gagner 1,5% d'efficacité par an en moyenne. À cela, on pourrait ajouter aussi des gains sur tout ce qui est opération, donc remplir mieux les avions, et puis optimisation de trajectoire. On parle aussi des fois de vol en formation, et dans les scénarios les plus optimistes, on pourrait encore gagner 1,5%, et donc sur l'ensemble des mesures, là, gagner à peu près 2% par an jusqu'à 2050. L'idée, c'est de repenser complètement la structure, l'architecture de l'avion. La rupture dont on entend le plus souvent parler, c'est la fameuse aile volante. Donc là, on considère en fait que l'ensemble de l'avion va servir aux efforts aérodynamiques. Et après, il y a aussi des améliorations de rupture qui sont envisagées sur les systèmes propulsifs, notamment par exemple l'hybridation électrique kérosène. Ces améliorations de rupture, elles sont pas accessibles tout de suite. Elles vont pas en tout cas répondre à la problématique dans les prochaines décennies. Là, le principe, c'est de prendre le kérosène et de le remplacer par un autre vecteur énergétique. L'avantage de ces avions-là, c'est qu'il n'y a plus aucune émission en vol, il n'y a pas de combustion. Les émissions vont être déplacées en amont, dans la phase de production d'électricité. Et donc là, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir un mix électrique bas carbone pour pouvoir produire de l'électricité bas carbone. À l'échelle du monde, on a fait le calcul, avec le mix actuel, on émettrait plus qu'avec du kérosène. Donc ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Et le deuxième point, c'est que, en fait, on a un problème de densité énergétique. Les batteries, ça pèse lourd. Et du coup, même quand on se projette à l'horizon 2050, ça va représenter une frange très très marginale du trafic. Ça ne va pas répondre à grande échelle au problème de la décarbonation. Soit on l'utilise directement dans des moteurs, on le brûle, un peu comme ce qu'on fait par exemple dans les fusées, soit on l'utilise dans des piles à combustible, donc on a un moteur électrique derrière. Et dans les deux cas, en fait, il n'y aura pas d'émissions de CO2 pendant le vol, et donc toutes les émissions résiduelles seront déportées sur la phase de production d'hydrogène. Donc essentiellement à partir d'électrolyse de l'eau. On en revient toujours à la ressource primaire, c'est-à-dire l'électricité bas carbone. Airbus a annoncé le premier avion hydrogène pour 2035, donc ça ce serait le premier prototype volant. Derrière, il faut passer la certification, puis après la production à l'échelle industrielle et le déploiement dans la flotte, ce qui nous amène probablement vers 2050, voire au-delà. Donc en fait, ce type de solution ne va pas répondre à l'urgence climatique. L'idée là, c'est de produire quelque part du kérosène de synthèse. C'est de reconstruire des chaînes d'hydrocarbures à partir d'une source de carbone et d'une source d'hydrogène.
Si le carbone provient de la biomasse, on parlera de biocarburant ou agrocarburant. Si le carbone il est prélevé directement dans l'atmosphère ou en sortie de processus industriels, là on parlera d'électrofuel. Le premier, c'est effectivement la montée en maturité de certaines voies de production et leur déploiement à l'échelle industrielle. Le deuxième, c'est la disponibilité en ressources, que ce soit la biomasse ou l'électricité bas carbone. Biomasse pour les agrocarburants, électricité bas carbone pour les électrocarburants. C'est une ressource qui est finie. Et quand on regarde les projections pour l'une ou pour l'autre à l'horizon 2050, en imaginant d'une part une flotte qui fonctionnerait uniquement avec des biocarburants, on a estimé que ça pourrait aller de 30 à 70% de la bioénergie disponible en 2050. Et pour les électrocarburants, on a estimé pareil qu'il faudrait entre 15 et 40% d'électricité bas carbone pour faire voler l'ensemble de la flotte. Sur ces estimations qu'on a fait, on est parti sur l'hypothèse qui est annoncée par le secteur, c'est-à-dire une croissance du trafic de l'ordre de 3% par an. On imagine bien que, en fonction de l'évolution du trafic, ce sera plus ou moins facile de décarboner. Les effets non CO2, en fait, ce sont le reste des effluents moteurs, les particules de suie, les aérosols, les NOx qu'on émet. On estime à l'heure actuelle que la contribution de l'aviation au forçage radiatif d'origine anthropique varie entre 4 et 6% du total. Le CO2, c'est vraiment un effet cumulatif et sur le long terme. Et les effets non CO2, c'est plutôt instantané et de court terme. Le principal, c'est ce qu'on appelle les cirrus induits par les traînées de condensation. Les traînées de condensation, ce sont ces fins nuages très linéaires qu'on voit parfois derrière les avions. En fait, ce qui est problématique, c'est quand ils persistent longtemps dans l'atmosphère et qu'ils se transforment en cirrus. Les cirrus, comme tous les nuages, ils ont un double effet. Ils ont un effet refroidissant, mais qui n'est actif que pendant la journée, puisqu'ils renvoient une partie des rayons du soleil vers l'espace. Donc ça, c'est l'effet albédo. Et par contre, ils ont un effet de serre, puisqu'ils sont constitués de vapeur d'eau essentiellement, qui est un gaz à effet de serre, et qui bloque en fait une partie du rayonnement terrestre et le renvoie vers la surface. La combinaison est en fait dominée par l'effet de serre et donc c'est à ce titre-là qu'ils ont un effet réchauffant sur le climat. Les SAF, ils sont très proches du kérosène d'origine fossile, mais ils ont des petites différences de composition chimique et ils contiennent notamment moins d'aromatiques. Ce qu'on sait, c'est que les aromatiques sont responsables de la production de ces suies qui vont servir plus tard de noyau de nucléation pour la condensation de la vapeur d'eau et la formation des traînées de condensation. On a construit une enveloppe vraisemblable de ce que pourraient être les hypothèses technologiques des différents scénarios. Le premier, c'est quel niveau de trafic, et l'autre, c'est quelle part du budget carbone mondial on alloue à l'aviation. On appelle l'allocation de référence et on prend la part qu'il a à l'heure actuelle dans les émissions et on lui donne cette part. Donc si on part de ce postulat-là et qu'on se fixe l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, quelles que soient les hypothèses technologiques sur les scénarios, on se rend compte qu'il faut faire décroître le trafic et assez fortement, de l'ordre de 10% par an jusqu'en 2050. Les scénarios les plus optimistes d'un point de vue technologique permettent de maintenir une croissance du trafic de l'ordre de 3%. Et pour les scénarios les plus pessimistes, là, il faut augmenter légèrement la part du budget carbone donné à l'aviation, jusqu'à 5% à peu près. On parle d'une décarbonation complète de la flotte. Tous les avions voleront avec autre chose que du kérosène. Donc on a aussi tablé sur l'avènement de l'avion à hydrogène. Puis on a poussé en fait tous les leviers techno d'amélioration au maximum. Et ça, c'est hautement improbable d'avoir cette conjonction complète de toutes les améliorations technologiques. Elle pourra permettre le maintien d'une aviation bas carbone post-2050. Du coup, derrière, il y a un arbitrage à faire, qui est politique, sociétal, entre le niveau de trafic qu'on souhaite d'ici 2050 et quelle marge de manœuvre on donne au secteur pour se décarboner. On ne pourra pas faire les deux, il faudra soit lui donner plus de marge de manœuvre, soit réduire le trafic.